Bonjour tout le monde. Bonjour, vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va essayer d'avancer sur nos enseignements. La dernière fois, nous avons entamé ensemble l'étude un peu des composantes du capital d'une société. J'avais dit que le capital social réunissait les apports en numéraire et les apports en nature, point final. Autrement dit, le capital social égale la somme des apports en numéraire et des apports. Même dans les hypothèses des sociétés dans lesquelles l'apport en industrie est possible, cet apport en industrie ne fait jamais partie du capital social. L'apport en industrie ne fait jamais partie du capital social, non pas parce qu'on ne peut pas lui faire correspondre une valeur, non, non, parce qu'il est aléatoire. Parce qu'il est aléatoire l'apport en industrie. Pourquoi est-il aléatoire? Il est aléatoire dans la mesure où c'est un contrat. Enfin, cet apport, il est successif, c'est-à-dire il doit se faire dans le temps, sur la durée. Or, d'accord, avec toute la bonne volonté du monde, personne ne peut garantir ni sa vie, ni ses performances physiques, d'accord? C'est pour cela que, sachant que les sociétés ont une durée de vie de 99 ans renouvelable, on a dit, quelle que soit la bonne ou mauvaise volonté de l'apporteur, il n'est pas sûr qu'il puisse garantir son apport au-delà de sa vie. C'est pas possible. C'est pour cela qu'on a dit, le législateur a dit, l'apport en industrie, même dans les hypothèses où il serait possible, il ne fait jamais partie du capital social. Très bien. Donc nous savons d'emblée que le capital social égale quoi? La somme des apports en numéraire, hein, plus les apports en nature, point final. Très bien. Alors ce capital social présente un petit peu enfin, on doit l'étudier à travers deux intérêts, si vous voulez, d'accord, du point de vue comptable et du point de vue juridique. Très bien. Alors du point de vue comptable, et vous connaissez la réponse, le capital social sur le bilan, il s'inscrit au passif, d'accord, c'est le capital social, figure toujours sur le bilan de la société et figure au passif de l'entreprise. Pourquoi figurer sur le passif du bilan? Il figure sur le passif du bilan parce que la société le doit à qui? La société doit le capital social à qui? À ses créanciers. Ses créanciers, d'accord? Et parmi ces créanciers, il y a les associés qui sont créanciers de leurs apports. Par exemple, quand je fais un apport de 10 000 dirhams, mettons, un apport de 10 000 dirhams, en contrepartie de mon apport de 10 000 dirhams, la société va me donner, selon les cas, soit des actions, soit des parts sociales, soit des actions, soit des parts sociales. Et ces actions ou ces parts sociales vont constituer un droit de créance que j'ai moi sur la société. Ça va constituer un droit de créance que j'ai sur la société. Ce droit de créance, parce que je suis actionnaire ou associé, va me donner des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire des droits à caractère financier si vous préférez, et des droits qui n'ont pas de caractère financier. Vous allez me dire, parce que je suis actionnaire, quels extra-patrimoniaux que je peux avoir. Les droits extra-patrimoniaux que je peux avoir en tant qu'actionnaire ou en tant qu'associé, c'est le droit que j'ai d'assister aux assemblées générales, c'est le droit que j'ai de participer au vote, c'est le droit que j'ai de contrôler le travail des dirigeants, des responsables, c'est le droit que j'ai de poser des questions auxquelles j'attends des réponses. Ça, ce seront les droits extra-patrimoniaux qui n'ont pas de valeur pécuniaire. D'accord, à l'opposé, d'accord, c'est les mêmes actions, parce que je suis créancier de mon apport, me donnent des droits patrimoniaux. C'est quoi les droits patrimoniaux que je peux avoir en tant qu'actionnaire? C'est la possibilité ou le droit que j'ai, d'accord, le droit que j'ai. Alors, oui, je ne sais pas, il n'y a pas encore tout le monde. J'ai vu qu'est-ce que peut-être là, je suis là. Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous êtes comme ça, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, Très madame, bien, oui. merci. Oui, Très bien. madame. Parfait, merci beaucoup. Alors, suivez le cours parce que tout ne figure pas sur le PowerPoint. C'est juste comme un canevas, un plan un peu plus détaillé, c'est tout. Mais le cours, je le fais oralement. Et j'ai laissé l'enregistrement. Alors, donc, je disais, s'il vous plaît, parce que je suis créancier de mon apport, j'ai des droits extra-patrimoniaux, le droit d'assister aux
générale, le droit de contrôler, le droit de contrôler la gestion des dirigeants, le droit de poser des questions aux dirigeants. Tout ceci, ce sont les droits extra-patrimoniaux. Par ailleurs, ce même droit de créance, parce que je suis actionnaire, va me donner des droits patrimoniaux, c'est-à-dire des droits à caractère financier ou économique, d'accord, ou matériel, d'accord, c'est-à-dire financièrement, j'ai droit à toucher une quote-part dans les bénéfices réalisés par la société. J'ai aussi le droit, si la société décidait d'augmenter le capital social, j'ai le droit d'y participer de façon préférentielle. J'ai ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription. Si la société décidait, par exemple, si la société décidait de se dissoudre, qu'il faille un petit peu partager le boni de liquidation, d'accord, j'ai le droit de demander le remboursement de mes apports, d'accord, le remboursement de mes apports. Le remboursement des apports se fait sur la base de la valeur du nominal de l'action. Alors, je m'explique, c'est-à-dire, quand on est en train de former la société, chacun parmi nous a fait des apports, qui a fait un apport en numéraire, qui a fait un apport en nature, tous ces apports ont été réunis et la société va commencer à procéder au partage des actions. Le partage des actions va se faire sur la base de vos apports. Et pour pouvoir partager les actions, la loi dit, où les associés vont se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le nominal de l'action, c'est-à-dire la valeur initiale de l'action. Ils vont dire, on va émettre des actions à 100 dirhams, on va émettre des actions à 500 dirhams, on va émettre des actions à 1000 dirhams, d'accord? Et le moins qu'on puisse faire, c'est on peut même émettre des actions à 10 dirhams, d'accord? Dans les sociétés cotées en bourse, le minimum de l'action peut être à 10 dirhams, on peut émettre des actions à 10 dirhams, très bien. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la valeur nominale de l'action. Et sur la base de cette valeur nominale, on va mettre, mettons, on a pris la valeur de 100 dirhams comme valeur nominale. Quand j'ai fait un apport de 10 000 dirhams, ça va me donner 100 actions de 100 dirhams. D'accord? Ça, c'est très important. Cette valeur nominale, c'est la valeur de l'émission. Très bien. Cette valeur de l'émission, elle est très importante parce qu'elle va un petit peu donner de façon équitable les droits des uns et des autres au sein de la société. Et quand il s'agit de reprendre son apport en fin de vie de la société, la reprise se fera sur la base du nominal de l'action. C'est-à-dire, je vais pouvoir reprendre également équitablement, c'est-à-dire ce que j'ai investi 100, je ne vais pouvoir reprendre que 100, d'accord? La plus-value va constituer un bénéfice. Par exemple, si j'ai donné un terrain, vous convenez un terrain, mettons 1 million de dirhams, d'accord, 1 million de dirhams pour une action à 100 dirhams, je ne sais pas combien ça va faire en action, je vous fais confiance, d'accord. Maintenant, si on décidait, d'accord, si avec le temps, vous convenez avec moi que le terrain va prendre de la valeur, le terrain va prendre de la valeur, au lieu de coûter valeur au moment de la constitution de la société 1 million de dirhams, il va coûter 2 millions de dirhams. Et quand on est en train de dissoudre la société, et la loi dit, les associés ont le droit de reprendre leurs apports au cas où il existerait. Le terrain, il est là. Est-ce que je vais le reprendre avec la valeur de 2 millions de dirhams? Non, je vais le reprendre uniquement sur la base de 1 million de dirhams. L'indemnisation se fait sur la base de la valeur de l'émission. D'accord? La plus-value, d'accord, le surplus, c'est-à-dire l'argent qu'a gagné le terrain avec le temps, la plus-value, ça va être un bénéfice qui devra être partagé entre tous les associés, d'accord, chacun en fonction de son apport, chacun en fonction justement de la valeur de l'émission. Ça, c'est des petites choses qu'il faut connaître. J'espère que vous allez approfondir tout ceci au niveau du prochain semestre, c'est-à-dire en troisième année. Alors ça, c'est la valeur de l'émission. Elle est très importante, d'accord. Toute société, en établissant des actions, d'accord, elle doit impérativement établir une valeur de l'émission, d'accord, une valeur nominale de l'action. Et la valeur nominale de l'action, elle est inscrite dans les statuts. Elle est inscrite dans les statuts. Tant que la société fonctionne, elle permet, d'accord, d'accord, parce que les bénéfices, etc., la vente aussi se fait sur la valeur du nominal de l'action, d'accord, le partage des actions, d'accord. Maintenant, quand la société est en fin de vie, en cours de dissolution, la reprise de l'apport se fait sur la base du nominal. Le surplus constitue un gain, un bénéfice qui devra être partagé entre tous les associés ou tous les actionnaires. Très bien. Vous suivez, s'il vous plaît? Oui, Alors madame, oui. ça, c'est
Très bien. Ça, c'est la valeur Madame, d'émission, la valeur nominale. Je suppose que... Oui, oui, mademoiselle, je vous écoute. j'ai pas bien compris qui sont des Mademoiselle? créanciers sociaux. Hein? Vous n'avez pas compris quoi? Les créanciers sociaux. Les créanciers de la société, c'est les créanciers, c'est-à-dire ceux qui ont traité avec la société. Ah, d'accord. Madame, le micro est coupé. Ah ouais? Non? Ah non, C'est mieux que... Là, c'est bon? Oui. Ouais, c'était juste bizarre. Alors, donc, je dois reprendre un peu, d'accord. Alors, donc, le créancier, ça suppose une relation de droit de créance. Ça suppose une prestation, un créancier, un débiteur, une prestation. Droit de créance, c'est un petit peu le droit en vertu duquel le titulaire d'une prestation, un droit, peut exiger cette prestation d'une autre personne appelée débiteur. Par exemple, lorsque la banque va prêter de l'argent auprès d'une banque, la banque serait son créancier et la société serait le débiteur. C'est ça, vous comprenez? La question pour la jeune fille qui a posé, c'est quoi un créancier? C'est ça, les créanciers de la société, c'est-à-dire ceux qui ont traité à une occasion, à l'occasion d'une transaction, d'un emprunt, d'une vente, d'une opération quelconque, et qui s'attendent à un droit de créance. C'est ça, les créanciers. Et parmi les créanciers, il y a qui? Il y a les associés qui sont créanciers de leurs apports. C'est-à-dire, quand je fais un apport de 10 000 dirhams, je suis créancier de l'apport. C'est-à-dire, tant que la société fonctionne, d'accord, ces 10 000 dirhams vont me donner des droits sociaux, c'est-à-dire je peux participer aux assemblées générales, je peux voter, je peux émettre des objections, etc., etc. De même que je peux bénéficier d'une quote-part dans les bénéfices, d'accord, toucher d'une quote-part dans les bénéfices. Ça, c'est un peu les droits que j'ai en tant que actionnaire, parce que je suis créancier de mon apport. Et si la société arrivait à être dissoute, j'ai le droit de reprendre mon apport. La reprise de l'apport se fait sur la base du nominal de l'action, c'est-à-dire la valeur qui a été attribuée à l'action au moment de la constitution de la société. C'est ce qu'on appelle la valeur d'émission, et cette valeur d'émission doit figurer dans les statuts. Il a été décidé d'un capital de, je ne sais pas, 1 million de dirhams, d'accord, divisé en X actions d'une valeur de 100 dirhams, comprenez? C'est marqué sur les statuts, d'accord? C'est impérativement un des éléments impératifs que doivent comporter les statuts, très bien. Alors, ça, c'est du point de vue comptable, d'accord? Et donc ici, parce qu'il sert, d'accord, parce qu'il est l'élément ou la garantie exclusive des créanciers sociaux, la loi dit, moi, je protège ce capital social. Comment la loi protège le capital social? Déjà, en le faisant figurer au passif du bilan, très bien. Et aussi, la loi dit, on ne doit pas toucher au capital social. On ne doit pas toucher au capital social. Le capital social doit rester intangible, d'accord? Intangible, ça c'est un petit peu la protection juridique. Le capital social doit rester. Comment est-ce qu'on doit, à travers quoi apparaît ce caractère intangible du capital social? L'intangible, ça veut dire le capital social doit être fixe. On ne doit pas y toucher de façon inconsidérée. D'accord? On ne doit pas le toucher. D'accord? On ne doit pas le modifier, quelle que soit la modification. Augmentation comme réduction exige quoi? D'accord? Exige quoi? Exige déjà
l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire. L'accord de l'Assemblée générale extraordinaire, quel que soit le mouvement que les associés ou les dirigeants décident entreprendre sur le capital social, parce que c'est la garantie des créanciers sociaux. Si on s'amuse à affaiblir le capital social, on va affaiblir la garantie des créanciers de la société. Très bien. Alors ça, c'est un peu capital social. Donc, tout mouvement sur le capital social exige l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire, AGE. Cette Assemblée générale extraordinaire exige et suppose une majorité renforcée. Une majorité renforcée, généralement une double majorité, une majorité en nombre d'associés et une majorité en capital détenu. Ça, c'est pas pour vous dire combien la mesure est importante, parce qu'elle risque en arrière-plan, d'accord, de toucher ou de nuire aux intérêts des créanciers. Même l'augmentation du capital social, qui ne peut qu'être bénéfique aux créanciers de la société, parce qu'elle va augmenter la superficie financière, d'accord, de la société. Même l'augmentation du capital social, cette augmentation du capital social, elle est aussi soumise à un vote de l'Assemblée générale extraordinaire. Elle exige aussi, une fois qu'elle a été actée cette augmentation, elle exige la modification des statuts de manière à ce qu'on puisse faire apparaître sur les statuts le nouveau capital social tel qu'il a été augmenté. Ça, c'est un peu l'augmentation du capital social. La même chose quand des fois il y a réduction du capital social, c'est-à-dire ici on ne va pas augmenter le capital social, mais on va plutôt le réduire. Vous savez que lorsque la société a subi des pertes, lorsque ses capitaux propres sont insuffisants, d'accord, par rapport à la moitié du capital social, la société n'a pas tellement le choix. Les capitaux propres, on va y arriver dans un petit moment, d'accord. Alors, lorsque les capitaux propres de l'entreprise tombent, d'accord, en deçà de la moitié du capital social, pour ne pas tromper un peu les créanciers, la loi exige que la société fasse réduire le capital social de manière à donner son exacte richesse, d'accord, aux créanciers de la société. Il ne faut pas que les créanciers de la société câble sur un capital social qui est erroné, qui n'est plus vérifiable, d'accord, dans la mesure où ses performances financières, c'est-à-dire ses capitaux propres, d'accord, ne sont plus aussi importants. Très bien. Ça, ce sont les modifications qu'on peut faire sur le capital social. Augmentation comme réduction du capital social, même si elle est une injonction légale, la réduction du capital social doit être publiée, portée à la connaissance des tiers, etc., etc., d'accord, et exige l'Assemblée, une décision, un vote tenu en Assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire une majorité renforcée, parce qu'il s'agirait à ce moment-là de modifier les statuts pour les rendre à jour, parce que le capital ancien, il n'est plus vérifiable, il est dépassé, et les statuts doivent refléter la situation exacte, la situation du moment de la société. Très bien. Alors ça, c'est un petit peu comment on protège le capital social. Très bien, ça c'est la protection. Mais aussi, pour justement donner sa force à ce capital social, la loi a dit, moi la loi, je protège le capital social et j'interdis ce qu'on appelle toute distribution de dividendes fictifs. Un dividende, tout le monde sait ce que c'est qu'un dividende. Un dividende, c'est une quote-part dans les bénéfices réalisés par les sociétés, d'accord? Alors, une quote-part dans les bénéfices réalisés par la société, d'accord? Bien sûr, la distribution des dividendes relève des attributions d'une assemblée générale ordinaire, parce que c'est une mesure normale, elle présente rien d'extraordinaire, c'est une assemblée générale ordinaire, d'accord, qui peut décider de procéder à la distribution d'un dividende, bien sûr. Et qui dit dividende dit qu'il y a un bénéfice qui a été dégagé par l'exercice en question, l'année en cours. Très bien. Cependant, des fois, il n'y a pas de bénéfice. Et les dirigeants, d'accord, prennent sur eux de procéder à la distribution d'un dividende. Ce dividende, parce qu'il n'a pas de fondement, le bénéfice
qui n'existe pas, la société n'a pas dégagé de bénéfices, la société n'a pas de report bénéficiaire, et quand bien même, et en dépit de cela, elle a décidé de faire distribuer un dividende. Sauf que ce dividende n'existe pas, l'argent n'existe pas. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'elle va trouver l'argent? L'argent, elle va le trouver. L'argent, elle va le prélever sur le capital social. Mais autrement, l'autre question, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Parce que c'est une décision qui sera prise, c'est-à-dire le partage des bénéfices, d'accord? Quelles que soient les combines derrière, la mesure est toujours prise en assemblée générale. Est toujours prise en assemblée générale sur la base de documents qui lui sont remis par les dirigeants sociaux. Vous allez me dire comment est-ce qu'ils vont faire pour faire apparaître un bénéfice alors qu'en réalité, il n'en existe pas. D'accord? C'est-à-dire ils sont en train justement de jouer sur les livres de compte. Ils sont en train de jouer sur les livres de compte. Comment est-ce qu'ils vont faire apparaître un bénéfice? Facile. Soit anticiper une recette à venir, c'est-à-dire une rentrée d'argent qui ne devait avoir lieu que dans 2 ans, ils vont l'anticiper et de manière à faire augmenter un petit peu la société, d'accord, les recettes de la société, soit ils vont cacher quelques engagements, quelques dettes sociales, d'accord, c'est-à-dire ils vont un petit peu jouer sur les livres de compte, soit ils vont anticiper des recettes à venir, soit ils vont passer sous silence quelques dettes sociales. Et quand il n'y a pas des dettes qui apparaissent sur le bilan, eh ben ma foi, bien sûr, ça va alléger les charges sociales et les redevances de la société, ça va pouvoir faire dégager un bénéfice, d'accord. Donc ici, tout ceci se fait par des jeux et des écritures comptables, bien sûr, tout ça suppose, ça dénote beaucoup de malhonnêteté. C'est pour cela que la loi exige dans toutes les sociétés anonymes la présence impérative, d'accord, d'un commissaire aux comptes, c'est-à-dire un expert comptable de son état dont le métier est d'assurer la certification des comptes, c'est-à-dire dire que les comptes reflètent la situation exacte et fidèle de l'entreprise, d'accord, c'est ce qu'on appelle la certification des comptes, d'accord, mais la loi dit bien ne volez pas. Il y a bien des voleurs, comprenez, entre les injonctions légales et ce qu'on en fait dans la pratique, des fois il peut y avoir de mauvaises surprises. Très bien. Et bien sûr, ce dividende sera un dividende parce qu'il est issu de quelques combines, de quelques manœuvres un petit peu effectuées sur les livres de compte, bien sûr. Mais l'argent lui-même, les dirigeants un petit peu vont le puiser, vont le prendre dans le capital social, en dépit et malgré son caractère intangible. Bien sûr, quand le capital social sera un peu affecté, ça va nuire à qui? Ça va nuire aux créanciers sociaux. Vous suivez, s'il vous plaît? Vous êtes là? Oui, madame. C'est tout à fait logique. Vous comprenez, ça vous parle plus à vous qu'à un juriste. Vous comprenez ces choses de comptabilité. Vous comprenez? Les livres de compte doivent refléter la situation exacte, etc., justement pour parer à d'éventuelles malversations. Le législateur a rendu nécessaire, impératif dans toutes les sociétés anonymes, la présence d'un commissaire aux comptes, c'est-à-dire un organe neutre, d'accord? Ce qu'on appelle le commissaire aux comptes qui est désigné, d'accord, dans la mission, d'accord? Il y a le commissaire et le commissaire, son suppléant adjoint, d'accord? D'accord. Alors, et justement pour assurer la transparence et la certification des comptes, d'accord, que les livres de compte reflètent la situation exacte et fidèlement de l'entreprise. Des fois, il y a des abus, justement pour arriver à cette notion de dividende fictif qui est sanctionnée lourdement par la loi. Oui, monsieur. Mais quelle est la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes? Très bien. Alors, vous savez, toutes les sociétés doivent avoir un comptable, c'est-à-dire celui qui tient les comptes de la société. Le comptable, c'est un salarié, vous comprenez? C'est un salarié, de par leur formation, c'est des gens qui ont fait passer l'examen de l'expertise comptable, qui ont fait une licence en économie comme vous, qui ont poussé un peu plus loin l'ISCA, je suppose, qui ont passé qui ont passé un peu le concours de l'expertise comptable. C'est bon. Ils sont de leur statut expert comptable. Très bien. D'accord? Il y en a qui tiennent les comptes de la société. C'est leur métier. Ils peuvent diversifier leur champ. Ils tiennent les comptes de la société. Ils seraient salariés de la société. Ils seraient salariés pour tenir les comptes de la société. Mais au-delà de ce salarié de la société, la loi dit toutes les sociétés anonymes
toutes les sociétés anonymes, petites ou grandes, d'accord? D'accord? Les grandes deux, d'accord? Toutes les sociétés anonymes doivent impérativement doivent impérativement avoir au moins, d'accord? Au moins un commissaire aux comptes, d'accord? Et un commissaire aux comptes suppléant, d'accord? Alors, ces commissaires aux comptes, c'est pas eux qui tiennent les comptes, c'est pas eux qui font les opérations de comptabilité, les écritures. Non, eux, leur mission est de contrôler les états de synthèse et de contrôler les comptes de la société et de voir si effectivement ces comptes reflètent la situation exacte et fidèle de l'entreprise. C'est-à-dire, ils constatent s'il n'y a pas eu de mauvaise manœuvre, s'il n'y a pas eu que tout est transparent. Il y a les justificatifs que la société n'est pas en situation grave, c'est-à-dire elle n'est pas en train de couler, d'accord? Si c'est le cas, le commissaire aux comptes doit faire l'alerte au président du tribunal qui va un petit peu faire demander à la société de se redresser, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui relèvent de la compétence de ce commissaire aux comptes, mais sachez que c'est un organe, comprenez? Ce n'est pas un salarié, c'est un organe, c'est-à-dire c'est un organe comme il y a l'Assemblée générale qui est un organe, comme il y a le conseil d'administration qui est un organe. Le commissariat aux comptes est aussi un organe. Sa mission c'est pas la comptabilité de tous les jours. Non, c'est d'assurer la transparence et ce qu'on appelle la certification des comptes. Dans quelques temps, vers le mois de juin, mettons, d'accord, vous allez voir apparaître dans les journaux les comptes des entreprises, toutes les entreprises, notamment les grosses. Vont faire publier le compte, d'accord? Et si vous faites attention, à la fin des comptes, d'accord, vous le trouverez dans les journaux, généralement le matin, etc. Ça va venir, ça va commencer à venir, d'accord? Et à la fin, vous allez voir la certification, c'est-à-dire vous allez voir des signatures de grands cabinets d'expertise comptable qui ont agi en tant que commissaires aux comptes, c'est-à-dire certifiés par Ernst & Young, certifiés par Baker & McKenzie, etc. C'est des grands cabinets d'expertise comptable, d'accord, qui signent, qui disent que, ou par les cabinets Monsieur X ou Monsieur Y, c'est-à-dire nominativement, d'accord. Donc généralement, d'accord, ils signent. Il faut qu'il y ait, d'accord, au moins un commissaire. Et dans les sociétés anonymes cotées en bourse, d'accord, celles qui ont fait appel à l'épargne publique, elles, la loi leur dit, vous devriez impérativement avoir au moins 2 commissaires aux comptes, 2 commissaires aux comptes, deux commissaires aux comptes qui, eux, d'accord, les commissaires vont assurer la certification des comptes. Faites attention, dans quelques temps, vont apparaître dans la perspective de la préparation des assemblées générales, d'accord. Généralement, l'assemblée générale, c'est en lieu dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, c'est-à-dire avant juin, d'accord. D'accord, vous allez bientôt voir apparaître les comptes des sociétés, les comptes des sociétés dans les quotidiens nationaux, Et si vous faites attention, enfin, vous allez voir la signature des cabinets, d'accord, commissaire au compte X, commissaire au compte Y, d'accord, ou au cabinet, etc. Voilà, ça, d'accord, mais dans leur état, ce sont des experts comptables. Des experts comptables, c'est-à-dire des gens comme vous, qui ont fait la licence en droit et qui ont poursuivi dans ce sens, qui ont poursuivi en vue d'avoir le titre d'expert comptable. Et les experts comptables, ce sont des experts qui figurent sur le tableau de l'ordre. Il y a l'ordre des experts comptables tient un tableau officiel dans lequel tous les experts comptables habilités sont inscrits sur le tableau, sur la liste officielle des experts comptables. Ça a répondu à votre question, monsieur? J'espère. Oui, madame. Vous êtes là? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Très bien, ici, avec plaisir. Donc ici, peut-être ils ont un petit peu le comptable qui a établi les comptes, d'accord, il a fait tellement les choses de façon à la perfection qu'il a même trompé les experts comptables qui devaient faire la certification. Et finalement, il y a eu une distribution de dividendes fictifs. Donc, quand je dis ce dividende fictif, d'accord, il est quoi? Il est très lourdement sanctionné par le législateur. Il est très lourdement sanctionné par le législateur pénalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit des affaires pénales, le droit pénal des affaires, c'est-à-dire les dirigeants qui ont ordonné, les comptables qui ont participé à cette opération, le commissaire aux comptes qui était peut-être de mèche, qui n'a rien relevé, d'accord, tous ces gens seraient lourdement sanctionnés pénalement par une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à entre 6 mois et 2 années d'emprisonnement et une amende
qui commence à 100 000 dirhams, qui peut aller jusqu'à 1 million d'amende, d'accord, de 100 000 dirhams d'amende et qui peut aller atteindre 1 million de dirhams d'amende, d'accord. Ça, c'est un petit peu la sanction que vous pouvez encourir si on a retenu contre vous la pratique d'un dividende fictif, parce que le dividende fictif, il est nuisible aux intérêts des créanciers de la société. Alors ça, c'est un peu l'interdiction de ce qu'on appelle le dividende fictif. Comment il est, qui n'existe pas, d'accord, il n'y a pas de bénéfice, mais quand bien même, et malgré cela, on a pris sur nous les dirigeants, nous les comptables, etc., de faire apparaître un bénéfice, de manière à faire croire à tout le monde que tout marche mieux et qu'on est là, on est en train de bien gérer la société, et de manière à ce qu'on puisse encore revoter pour nous dans le conseil d'administration. Vous savez, c'est un petit peu la société anonyme, elle est à l'image c'est comme une démocratie. D'accord. Par exemple, généralement, on vote pour nos parlementaires. Il y en a qui sont clean, qui passent haut la main. Il y en a qui, pour arriver, un petit peu corrompus leur monde. C'est la même chose ici. Pour faire croire que tout marche bien, on va donner un dividende et en ayant le dividende, bien sûr, l'Assemblée générale va voter pour nous. Et on s'est reparti pour un autre mandat de 4 années et ainsi de suite. Vous comprenez? Ça, c'est un peu des pratiques qui sont sanctionnées et appréhendé par la loi, très bien, et interdit, sanctionné par le législateur et très sévèrement sanctionné par le législateur. Ce sont des sanctions pénales. Ce sont des sanctions pénales pour lesquelles les parties impliquées peuvent encourir des peines d'emprisonnement, très bien. Alors, donc j'ai dit toute modification. Bien sûr. Maintenant, le capital social, c'est bien. Sauf que le capital social, il ne donne pas la vraie mesure ou la vraie composante, un petit peu la vraie mesure tout simplement de la valeur de la société. Les capitaux propres de la société reflètent mieux les performances financières du moment. Alors, vous allez me dire de quoi sont composés les capitaux propres. Les capitaux propres se composent de quoi? Du capital social, plus les réserves, plus le repère bénéficiaire, moins les pertes. Ça, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres de l'entreprise. À ne pas confondre avec le capital social. Le capital social égale quoi? Égale la somme des apports en numéraire et des apports en nature faits par les associés. Si vous voulez, c'est une des composantes des capitaux propres de l'entreprise. Les capitaux propres englobent le capital social auquel on ajoute les réserves plus le report bénéficiaire, bien sûr, et on va déduire de tout cela qu'on appelle les pertes. Très bien. Alors donc ici, les capitaux propres de l'entreprise ne sont pas intangibles. D'accord? Les capitaux propres vont varier, d'accord, en permanence selon un petit peu les performances de la société. Il arriverait des moments où le capitaux propre de l'entreprise serait beaucoup plus important que le capital social, mais suite à une mauvaise conjoncture, des fois, les pertes peuvent vont apparaître moins importants que le capital social, parce que le capital, c'est une somme qu'on a fait correspondre, d'accord? Une somme X. La société est en difficulté, ses capitaux propres vont être plus forts, moins fort, moins important, moins performant que le capital social. Donc ici, la société, elle est en difficulté, d'accord? Le capital social. Et dans ce كيتقطع بزاف عندها. قال ديك مرة ما عرفت درت الفيبر ولا ما عرفت شنو. Eh oui. Madame, ça s'est coupé pendant un moment. Ouais, je suis en train de remédier à tout ça. Direct fibre à Dieu et ça ne marche pas. Je suis vraiment désolée, je comprends pas. C'est des. Oui,
Vous m'entendez là? Oui, madame, oui, vous pouvez continuer, oui. Non, mais là, j'ai le partage ne se fait pas. Attends, je comprends pas. Alors, veuillez, vous serez reconnecté dans un instant. La belle affaire. Vous m'entendez sinon, s'il vous plaît? Oui, 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 madame, on Oui, vous madame, entend, on oui. vous entend. Ils sont en train de m'afficher, vous serez reconnecté dans un instant. Alors, en attendant que je sois reconnecté, je vais juste ne pas reprendre le cours, je vais juste poser des questions. Est-ce que vous suivez normalement? Est-ce que vous arrivez à comprendre? J'attends des réponses, s'il vous plaît. Oui, madame. Moi, en tout cas, je vois le 46e page. Le Ah, vous capital la social voyez? S, croix 3. Voilà. Et pas pourquoi chez moi, ça n'en... Oui, oui, madame, c'est bloqué au diapo de capital Si je social. peux faire, les autres, vous pouvez me dire? Vous l'avez? Vous l'avez aussi? En tout cas, moi, je l'ai. Là, ça a Non, ça... changé. Ouais, c'est pas possible. Eh oui. Alors, ce que je vais... Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, Alors, madame, oui. d'accord? Partagez maintenant. Je reviens. Madame, là, vous pouvez continuer et de notre part, on va suivre l'enregistrement avec notre format PDF, avec notre cours en format PDF, format papier, je veux dire.
Problème de connexion. سبحان الله بوحدي اللي تيطرى لها بحال هكا ما عرفتش علاش. الاناليز راه لاح واقيلا الشابيتر الاول والثاني. حنا اونصومبل 6 راه ما عندناش كاع لاناليز فينونسي كاع ما كيخدم معانا.
ولكن اه يلا لاح دابا البي دي اف وقيلا اليوم لاح البي دي اف الشابتر الاول والثاني. لاحوا البارح، واصلا كانوا عندنا دوك البي دي اف قبل ما يلوحهم كانوا عندنا. انا يلا وانت غيبدا معانا فوندردي. وعلى الله داكشي اللي الله كنتسنى نجح. نتمناو. بدأ بوحدهم ما كيدير والو. وداك اللي كان الصراحه كيشرح في الجروب ما عرفتش انا شكون اللي كان كيشرح في الجروب وكانوا هذاك راه كيديروا. يكون شي استاذ كيتطوع واش حاجه بحال هكا الله اعلم. لا، واحد الدري كيشرح في واحد الجروب، ما عرفت، كيبان لي مزيان انا بحال هكا احسن. الا كان حاجه شنو قال لنا بلي راه حتى واحد الموديل اخر، ما عرفت الميكرو ولا ما عرفت شي موديل اخر، بقى لهم حتى الاخر عاوتاني ما عرفتش، قال لهم شي بارطاجي لهم شي 3 الفيديوهات شرح فيهم شي شويه، وعطاهم اكزامان بلون صافي، يعني بحال قلتي هو تيبغي ما عرفتش انا المضمون، والله اعلم. شكون هو هذا البروف ديالنا ولا قمر. عمر؟ هو اللي كيدير وي لنا مات. غير شي 3 الفيديوهات وكيعطينا ليكزامان بلون. وقالوا واش هاد اه السمستر هذا غيدير شي حاجه، ماشي شي حاجه غير اعتياديه، هذاك الشيء اللي دار الله اعلم. حتى ملي كنا قرينا عنده العام اللي فات ما قراناش عن بعد، ما كملش لينا عن بعد في الاس ودوزنا غير داكشي اللي كنا قرينا بريزونسيال صافي. فهمت. داروها بزاف ديال لي بروف ماشي غير هو. وعلى الله هذاك تعالى. الاناليز راه ما فاهمين فيه والو اصاحبي. كاين واحد الجروب كيشرح فيه واحد الدري، ولكن عمر في الواتساب كانوا بارطاجاو ليا ديالو شحال هادي. لا انا شفت شي حد كيشرح الزوم ولكن انا وي حيت انا ما مات. ايكونومي داكشي باش ما كنت فهمت والو. ملي دخلت لقيتهم كيشرحوا ما فهمت والو. عطاكم وقيلا قالت لكم مادام البروف كيسمعوا. قالت لكم البروف واش تقدروا تانتيغراو في لو لين الاخر، حيت كاينه هي في صافي اللين واخا، الاخر. صافي. لحت لي اخر صافي يلا. لا، حيت ديجا هي كانت لايحه لو لين في الاول، واش فهمتي؟ واقيلا غلطات ولاحتهم بجوج. صافي واخا. يلا ميرسي. كاين ليا الثاني. داي قلت لكم البروف سيدو لنا اه الاخر. دخل، دخل راه من اللين الاخر. خوت سيد لي الاخر، سيد لي الاخر، دخل لي الاخر.